Nouveau numéro de votre émission Point de vue sur Beneweb TV. Chers amis internautes, bonsoir et bienvenue. Le décryptage de ce jour portera essentiellement sur l'actualité phare du moment qu'est la pandémie du coronavirus. Comment les États africains s'y préparent-ils et quels sont les réels impacts des décisions prises par les différents États et gouvernements pour faire face à la menace? C'est autour de cette problématique que mes invités, Vincent Degueno et Modeste Dossou, deux journalistes de la rédaction Beneweb TV, vont apporter leur regard d'observateur avisé. Vincent Degueno, bonsoir. Bonsoir Mathurin. Modeste Dossou, bonsoir. Bonsoir. Parti de la ville de Wuhan, dans la province de Hubei, en Chine centrale depuis décembre 2019, l'épidémie du coronavirus continue de progresser en Afrique. Pour faire face à la menace, plusieurs États africains ont décrété un certain nombre de mesures. Vincent Degueno, entre autres, nous avons l'état d'urgence, le confinement partiel ou total. Il y a d'autres mesures aussi, des commerces non essentiels ont été fermés. Il y a eu quand même le couvre-feu dans différents États. Quelle est aujourd'hui votre appréciation face à ces différentes mesures? Merci beaucoup Mathurin. Effectivement, pour faire face à cette pandémie, il y a beaucoup d'États qui ont très tôt voulu faire comme les États européens qui, lorsque nous prenons le cas de la France, qui a instauré l'état d'urgence, il y a des villes, il y a des préfets, il y a des maires qui ont également instauré des couvre-feux. Ça a également été fait dans certains États, mais il faut remarquer que ce n'est pas du tout la même chose. C'est un peu compliqué pour le contexte africain de faire comme les Occidentaux le font actuellement. Modeste Dossou, quel serait l'impact réel de ces décisions-là sur le quotidien des populations africaines? D'abord, je tiens à, comme tout le monde, présenter mes condoléances à toutes ces personnes qui ont perdu des proches, des amis, enfin, quelqu'un. Et surtout, avec ce qui se passe dans les autres pays, dans les pays européens, en Italie, Espagne et autres. On espère que l'Afrique est en train de prendre les bonnes décisions pour éviter cette catastrophe, parce que ça pourrait, selon M. Guterres, devenir pire. Alors, je pense que les mesures qui sont en train d'être prises par les différents États africains, c'est ce que ces États-là pensent être mieux pour le moment, à défaut de décréter un confinement total comme l'ont fait les pays européens. Cependant, je pense que certains États, comme d'autres, font preuve d'un certain laxisme ou d'un certain amateurisme dans les décisions qu'ils prennent. Et c'est regrettable, puisque on a comme l'impression, et le secrétaire, le patron de l'OMS l'avait dit il y a peu, que l'Afrique doit se réveiller. On a l'impression, c'est une impression. C'est peut-être pas cela, mais c'est une impression. On pense, on voit en fait que certains États africains ne prennent pas la mesure des choses. Et ils décrètent état d'urgence et autres, mais on sent quand même qu'il n'y a pas vraiment un certain sérieux dans la prise de décision. Voilà, qu'est-ce que ça change, ces décisions dont on parle, l'état d'urgence, un couvre-feu, qu'est-ce que ça change dans le quotidien des populations? Oui, c'est des situations... De manière comportementale. Voilà, c'est des situations qui amènent à des restrictions de liberté. Liberté de circulation, liberté de presse aussi. Et lorsque nous prenons, comme M. Modeste le dit, on peut se dire qu'il y a de laxisme. Mais lorsqu'on revient un peu dans notre contexte économique et socio-culturel, on voit qu'on peut se demander si les chefs d'État ont réellement la main libre pour pouvoir agir comme les Occidentaux l'ont fait. Je donne un exemple par rapport au couvre-feu. Cela voudra dire qu'on ne peut pas circuler. Si on ne peut pas circuler, cela voudra dire qu'on a un minimum pour se gérer, pour pouvoir avoir, pour ses besoins. Se satisfaire. Exactement. L'Africain vit au quotidien. Lorsqu'on va un peu plus loin, on a une économie informelle. Oui.
À 90%. À 90%. Donc, lorsqu'on va parler de couvre-feu, à la rigueur, on peut essayer d'observer. Mais lorsqu'on va un peu plus loin, on parle de confinement, ça devient difficile, voire presque impossible. D'accord. Modeste Dossou, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Afrique, mais les populations africaines ont vraiment cette habitude-là ou bien vont rapidement se conformer aux décisions? Bon, écoutez, il y a toujours des récalcitrants dans toute société, forcément, mais je pense que au départ de la pandémie, les populations africaines se disaient un peu plus épargnées, n'avaient pas pris quand même l'ampleur, la mesure de ce qui se passait. Mais c'est avec ce qui se passe ailleurs et avec le fait qu'ils se sont confrontés à la proximité des gars, des personnes mortes en Afrique, et des Africains aussi, qui a fait que beaucoup d'Africains et la grande majorité de la population africaine a compris qu'il fallait prendre la mesure des choses. Et c'est cette population maintenant qui incite les dirigeants, qui crient, il faut que les dirigeants fassent ci, fassent ça. C'est vrai. Et l'état d'urgence, enfin, l'Afrique en général et certains pays en particulier ont en grande partie une économie informelle, d'accord, mais cela ne veut pas dire que certaines dispositions ne peuvent pas être prises. Quelqu'un a dit que l'arrivée du coronavirus a fait prendre congé aux droits de l'homme. Et quand on voit un peu ce qui se passe avec certains pays, on comprend que les droits de l'homme devraient vraiment, les droits de l'homme, pas totalement, mais comme on aimerait les voir, certains aspects des droits de l'homme devraient être vraiment en congé. Parce qu'en réalité, quand on dit couvre-feu, c'est une partie des libertés qui est restreinte. Ah oui. Donc, les Africains devraient pouvoir s'adapter à cela. C'est peut-être le confinement qui sera un peu plus difficile à gérer dans certains pays, mais je pense que c'est nécessaire. Il y a une certaine nécessité aujourd'hui qui fait qu'on ne peut plus penser à l'économie comme l'ont fait certains pays. Donald Trump là, a pensé à l'économie. Voilà le résultat. Et la Grande-Bretagne pensait à l'économie. Le résultat est là. Et le Brésil pense à l'économie. On sait là où ils vont. Donc, essayons un peu de penser à l'humanité au lieu de l'économie. Penser à l'humanité au lieu de l'économie, voilà. Et Vincent Deguenon, on a constaté au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, le premier jour, c'était le mardi dernier où ça a été appliqué, l'état d'urgence comme le confinement. On a constaté que des populations il y a des gens qui ont été arrêtés, oui. Ils ont accusé les forces de l'ordre. Ils ont bastonné. Ils ont bastonné. En Ouganda, on a tiré sur des gens. Voilà. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que ces personnes arrêtées ou blessées par balle disent ne pas être au courant des mesures prises. Est-ce qu'il y a un problème de communication entre autorités et gouvernement? Oui, il y a forcément un problème de communication d'une part, mais d'autre part, il y a le caractère de l'homme. Je ne sais pas si c'est l'Africain, un peu têtu. Voilà. La plupart des gens, ils se disent, bon, est-ce que c'est réel? J'irai pour voir. Finalement, tout le monde va dehors pour voir. Et on a vu que même au Nigeria, à côté ici, des autorités religieuses ont été jusqu'à organiser de grands rassemblements, malgré qu'il y ait interdiction de ce genre de rassemblement. C'est très grave. Donc, si les forces de l'ordre sont allées aussi loin en bastonnant, on ne peut pas trop les accuser. Parce que vu l'ampleur du mal, vu la gravité de la situation et vu ce qui se passe ailleurs, on ne peut plus se permettre certaines choses. Maintenant, l'autre chose, je pense que lorsqu'on parle de couvre-feu, ce n'est pas une situation trop étrange, normalement. C'est une restriction de liberté. Et lorsque nous prenons un peu le cas du Bénin, oui. Et dans la région du plateau, oui. C'est peut-être qu'on ne nomme pas ça couvre-feu, mais il y a dans la période, restrictions. Il y a des restrictions, surtout dans la période de août-septembre où les adeptes de Oro organisent leurs festivités. Certes, ce n'est pas officiel. Ils bravent les autorités pour le faire, mais ils font de couvre-feu où on dit, bon, il y a interdiction de circulation de tel à tel. Encore que là, dans le plateau, ils vont même en pleine journée instaurer de couvre-feu. Voilà.
Donc, ce n'est pas trop étrange dans des régions données ici. Je voudrais dire un truc. En fait, les Africains sont habitués à des couvre-feux. Chaque élection, chaque fois qu'il y a élection en Afrique, ou quand il y a des trucs là, les dirigeants trouvent le moyen de faire en sorte que les populations ne sortent pas. Pourquoi maintenant, quand il s'agit de vie ou de mort, on tourne autour du pot? D'autres vont même jusqu'à maintenir des élections. Mais c'est dommage, c'est dommage. Oui, dans ce même contexte, Modeste Dossou, est-ce que vous voyez avec moi qu'il y a quand même une certaine manière ou bien un certain copier-coller entre la manière des autorités de faire les choses? On a vu des décisions qui ont été prises en France, aux États-Unis, comme dans toute l'Europe et l'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même de copiage à travers... Je disais au début qu'il y a un certain laxisme et une certaine attentisme. Enfin, attentisme, je me permets d'utiliser l'expression, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais je pense que les autorités africaines attendent de voir comment ça sera fait ailleurs pour le faire. Mais ils ne pensent pas qu'en réalité, ils peuvent trouver des mesures et les adapter à la population africaine. C'est toujours comme ça avec les dirigeants africains. En fait, en politique, ils ont toujours fait comme les autres. C'est-à-dire, je vais faire comme ça se fait ailleurs. Et après, ils mettent eux-mêmes leur façon de faire. Ah, écoute, on est en Afrique, je modifie la constitution, mais ils sont très experts en cela. Alors, qu'ils fassent une bonne politique maintenant, qu'il s'agit de faire du bien à l'humanité, à leur population. C'est en cela que je dis qu'il y a un certain laxisme. Tout à l'heure, vous avez parlé de communication. Écoutez, je trouve pas, qu'est-ce que ça coûte à l'État, et à un État africain par exemple, de faire en sorte que le message aille au fond ou dans tous les pays. Mettez à contribution tous les médias. Et aussi des volontaires. Il y a des volontaires partout. Appelez des volontaires et envoyez-les dans tout le pays pour qu'ils fassent la sensibilisation. Mais vous ne faites pas sensibilisation. Vous n'informez pas très bien votre population, mais vous décrétez du jour au lendemain quelque chose. Regardez, et en RDC aujourd'hui, ils ont dû faire volte-face parce qu'il y a eu des situations. C'est comme ça. Il faut se préparer. Il ne faut pas faire comme. Il faut se préparer. Je pense qu'il y a des États qui ont fait des efforts. Lorsque nous prenons le cas du Niger, ils sont allés jusqu'à dire pour ce mois-ci, ils ne vont pas payer les frais d'électricité et d'eau. Je pense que c'est des efforts louables. D'autres pays sont allés jusqu'à libérer des prisonniers. C'est également des efforts louables. Maintenant, on ne peut pas dire que tous les États font preuve de laxisme. Lorsque nous prenons le cas du Bénin, ils ont instauré un cordon sanitaire. Cela, je ne l'ai pas vu dans d'autres pays. Cela vous a dit qu'ils ont réfléchi pour voir comment contextualiser. C'est un peu spécifique au Bénin. C'est un peu spécifique. Les autorités ont jugé utile de ne pas faire comme les autres. Lorsque nous prenons le cas de la France, ils ont instauré l'état d'urgence. Et là, ils ont fait appel à l'Assemblée nationale. S'il faut le faire ici, c'est pareil. Dans notre constitution, dans l'article 101 de la Constitution, qu'on parle d'état d'urgence, il faut d'abord faire appel à l'Assemblée nationale. On n'en est pas là. Sauf qu'aucune épidémie n'a été prévue dans les constitutions. Non, pas du tout. Voilà, donc il y a toujours des situations extraordinaires. Déjà, lorsqu'on parle d'état d'urgence, ça dit que la souveraineté de l'État est menacée. Donc on met tout cela dedans. Ce n'est pas forcément un cas d'épidémie. Lorsque je reprends l'exemple de la France, je considère que c'est une situation exceptionnelle. Lorsqu'il y a les menaces djihadistes, ils ont instauré également l'état d'urgence. Ici, on parle d'état d'urgence sanitaire. Au Mali, il y a l'état d'urgence. Jusqu'à présent, il y a que sanitaire ne s'ajoute. Exactement, avant que sanitaire. Donc, il faut reconnaître, il y a des États qui ont fait des efforts pour voir dans quelle mesure contextualiser la situation. Voilà. Modeste Dossou, dans ce même contexte, on constate quand même qu'il y a certains États, par exemple la Côte d'Ivoire, où des gens qui sont censés être en quarantaine parce qu'ils ont quitté l'Europe, sont venus de la France, finalement se retrouvent hors du système. Est-ce que la quarantaine finalement ou le confinement est décrété pour un certain nombre de cadres ou bien pour un certain... Est-ce que ça dépend finalement de votre rang social? Écoutez, je pense que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous connaissons de qui il s'agit. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est regrettable. Je vais considérer que
personnellement, en tant qu'observateur, je vais considérer que c'est un incident regrettable. Si entre-temps, ce n'est pas un simple incident et que les gens l'ont fait de façon, enfin, ils l'ont fait en toute connaissance de cause, eh bien, c'est de l'inconscience, c'est de l'irresponsabilité et c'est être lâche. On fuit devant certaines responsabilités et c'est grave, parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes, on ne peut pas se cacher cela, qui devraient donner l'exemple, qui sont des gens que tout le monde suit. Mais si ces personnes-là font en réalité preuve de lâcheté du genre, voilà, et ce qui se passe, je vous aime bien, mais je préfère sauver ma tête. Dans ce cas, écoutez, souffrez que les populations aussi ne fassent pas, par exemple, quand vous dites confinement, qu'ils ne fassent pas le confinement. Le couvre-feu, qu'ils ne le fassent pas. Regardez, on n'observe pas. Voilà, donc il faut une certaine responsabilité. C'est en cela que je dis que c'est vrai, il y a beaucoup de pays qui font des efforts, beaucoup. Les pays qui semblent toujours tourner autour du pot, réfléchir, trop penser, c'est ces pays-là, c'est ces dirigeants-là qu'il faut interpeller. Il ne s'agit pas... Je vais prendre un cas que vous avez évoqué tout à l'heure, le cas de la République du Bénin. En fait, je ne pense pas qu'en réalité ce cordon soit une certaine, enfin, serve de sécurité en réalité. Je ne sais pas exactement à quoi ils ont pensé en mettant ce cordon. Il aurait suffi dès le départ, d'éviter qu'il y ait des cas qui viennent. Parce que la plupart des cas ont été importés. Ouais. D'éviter d'abord que les cas viennent, avant de penser maintenant à éviter une contamination locale. Écoutez, il y a des porteurs sains du coronavirus, on parle. Ce n'est pas parce que officiellement on a dit 5 cas ou 6 cas au Bénin qu'il n'y a pas des gens dans le pays qui sont déjà en plein coronavirus et infectés et qui infectent déjà des gens. Le mieux aurait été dès le départ, ils ont déjà fait cette erreur, mais je vais le rappeler quand même, de fermer carrément l'entrée des personnes venant des pays à risque, comme l'ont fait certains pays. Le Burundi aujourd'hui n'a aucun cas. C'est comme ça ils l'ont fait. C'est comme ça ils ont fait. Ils ont fermé la frontière aux personnes qui viennent de pays à risque. Mais le Bénin, bon, je ne sais pas, le Nigeria aussi et d'autres pays, je ne sais pas sur quoi ces pays-là comptent, mais ils ont voulu laisser aller. Et voilà le résultat. Le résultat est là et ça risque de s'empirer si les mesures idoines ne sont pas prises. Vincent, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il fallait vraiment s'attendre à ce que les autorités frappent? Ah oui, les autorités devront normalement frapper parce que c'est des proches du pouvoir. Exactement. Des ministres. Ça a toujours été le cas en Afrique. C'est les proches du pouvoir qui se permettent ces genres d'attitudes désinvoltes, regrettables. Et ici, nous sommes dans une situation où l'acte d'une seule personne remet en cause toute une population. Donc, on ne doit pas en arriver là. Je pense qu'ils ont corrigé, je pense bien qu'ils ont corrigé et ça ne va pas se répéter. Voilà, c'est vraiment regrettable. Voilà, Modeste parlait tout à l'heure du Burundi. En Afrique, actuellement, il y a toujours 2 pays qui ne sont pas encore infectés, qui n'ont pas encore signalé leur tout premier cas de coronavirus. Modeste Dossou, quelle est aujourd'hui ces méthodes-là, ou bien quelles sont les mesures que prennent désormais le président Nkurunziza comme son allié sud-soudanais pour pouvoir faire face à la menace? Non, je pense que le Burundi a, en premier lieu, fait partie des premiers pays, a dit, voilà, tous ceux qui viennent désormais des pays à risque sont interdits de rentrer sur le territoire. Après, les autres pays, ils viennent et en même temps, immédiatement, ils sont placés en quarantaine pour 2 semaines. Il y a les hôtels qui ont été réquisitionnés et tout. Voilà. Ils ont pris la mesure des choses dès le départ. On ne peut pas dire, bon, c'est un pays aujourd'hui qui n'a aucun cas de coronavirus avec certitude à 100%, mais au moins officiellement, on sait qu'il n'y en a aucun. Officiellement, hein, le reste, bon, ça c'est à voir, voilà. Mais tout de même, le pays a pris la mesure des choses. Le pays a compris la gravité et de ce qu'il faut et a décidé de subir quelques difficultés au prix de sauver la vie de ces populations. Mais d'autres pays,
sont là. Jusqu'à présent, il y a certains pays qui sont toujours en train de dire, écoutez, non, on n'a pas besoin de faire ci, de faire ça. Non. Si aujourd'hui, l'Italie, l'Espagne, la France, les pays européens, les États-Unis, certains de ces pays-là ne s'étaient pas confinés, les voyages entre les pays européens et les pays africains, ces pays africains qui n'ont pas fermé les frontières, continueraient. Et imaginez un peu les dégâts que ça ferait. Voilà, c'est dommage que c'est là que je parle d'authentisme et de lacisme. Voilà, dans le même temps, contrairement aux autorités, je vais dire contrairement au Burundi, il y a quand même le Burkina Faso qui vraiment est aujourd'hui, je vais dire, l'épicentre du coronavirus en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont déjà plus de 146 cas confirmés. Qu'est-ce qui ne va pas au Burkina? On ne sait pas comment l'expliquer. Le mal est en train de prendre de l'ampleur aux côtés du Burkina Faso. Et l'autre danger, c'est quoi? Lorsqu'on fait une comparaison par rapport à notre dispositif sanitaire, c'est difficile, c'est réellement difficile de faire confiner les gens. Et je vois que c'est le problème que fait face les autorités burkinabè actuellement. Lorsque nous prenons notre contexte culturel, lorsque vous décidez de confiner les personnes en Afrique, sachez que c'est toute une population que vous allez confiner dans une maison. S'il y a une maison, un propriétaire dans une ville, ici on héberge carrément toute une foule dans une maison. Collectivité. Voilà. C'est notre contexte culturel. Vous hébergez toute une collectivité chez vous. Et là, le virus a plus de chances de se propager. Si éventuellement il y a une seule personne de la famille qui est infectée, c'est fini. Maintenant, lorsqu'on laisse même le cas de ceux-là qui sont des locataires qui ont leur propre maison, dans les maisons en bail, dans les locations, c'est vraiment contigu. Il y a plusieurs chambres dans une seule maison. Et lorsque vous décidez de faire du confinement, là encore, ça pose un problème. Et c'est très sûr que c'est ça qui a favorisé la propagation du virus de ce côté. Et ça craint aussi, même pour notre pays, le Bénin. Voilà. Et pour essayer d'endiguer quand même le virus ou bien de contenir le virus, le Burkina a quand même décidé de mettre plus de 8 villes, dont la capitale Ouagadougou en quarantaine, Modeste-Ossou. Est-ce que ça permettrait quand même de limiter un peu les dégâts? Oui, bien sûr, ça va limiter les dégâts. Si la population reste aussi disciplinée, parce qu'en réalité, on peut déployer l'armée, les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, la douane, enfin, tout l'arsenal qu'il faut. Si la population est indisciplinée, ça ne va pas vraiment tenir. Parce qu'il suffit d'une seule personne pour que toute une population, tout un pays, toute une région soit infectée. Je pense que les mesures prises par les autorités burkinabè sont louables. Et je pense aussi qu'ils ont vraiment pris de gros risques en faisant ça pour un pays qui a quand même beaucoup d'autres difficultés. Et il faut le rappeler, ils ont quand même perdu leur deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà, dans cette affaire. Donc, je pense que c'est des mesures plutôt bonnes qu'il fallait prendre, mais je pense qu'ils l'ont compris et pris. Qu'ils les ont compris et pris un peu trop tard. Et je me dis que cela devrait servir de leçon aux autres États qui environnent le Burkina Faso pour ne pas commettre les mêmes erreurs tardivement. Là, on ira du côté de Bamako. Le Mali a officiellement 2 cas confirmés et le dimanche, ils doivent se rendre aux urnes. On connaît la situation sociopolitique ou sécuritaire du Mali. Le chef de file de l'opposition a été enlevé. Toute la situation reste confuse, mais le président Ibeka a décrété l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que ça ne pourrait pas compliquer la situation pour le vote du dimanche? Ah oui, forcément ça va compliquer la situation. Et ça revient toujours sur ce qu'on gérait, parce qu'il y avait une situation en instance avant qu'on ne parle de la pandémie du coronavirus qui est notre situation sécuritaire. Et le Mali est un cas vraiment atypique en Afrique. Pourquoi ne pas reporter les élections? Parce qu'on n'arrivait pas à assurer notre propre sécurité.
Il y a la pandémie qui nous a amené à remettre en cause notre sécurité sanitaire. Donc, deux facteurs sur lesquels il faut gérer, il faut jouer. Ça devient plus compliqué. Et on va aux élections, c'est difficile. La Guinée, Alpha Condé, est allé aux élections malgré le coronavirus. Et on voit que c'est la même situation avec le Mali. C'est regrettable. Modeste Dossou, un report des élections pur et simple pourrait alléger la situation. D'abord, je pense que certains observateurs qui traitaient le président Ibeka d'irresponsable, entre griffes, hein, pas irresponsable, je vais changer mon expression alors. Bon, ça c'est les observations, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les observateurs qui le traitaient quand même d'incapable de gérer le pays, d'incapable de diriger le pays, d'endiguer le mal du terrorisme et tout. Beaucoup le traitaient quand même l'opposition de son pays et quelques membres de son entourage disaient quand même qu'il n'était pas vraiment à la hauteur de la gestion du pays. Je pense qu'en réalité, il commence à avoir raison. Le président Ibeka commence à donner raison à ses détracteurs. Écoutez, il faut prendre ses responsabilités dans certains contextes et il faut aussi faire preuve d'humanité. Ce n'est pas la seule politique seule qui compte dans un État. En réalité, dans un État, d'abord, doit être en primeur l'humanité, l'homme. Et après, les conditions, enfin, et tout ce qui va avec la sécurité et tout. Mais on a comme l'impression, on a comme l'impression que le président Ibeka, ce n'est pas son problème, en fait, le coronavirus ou la sécurité du pays. Et on a comme l'impression qu'en réalité, que tout son problème, c'est de faire sa politique, de rester au pouvoir ou d'avoir quand même une largesse dans son fauteuil présidentiel. Vous avez une maladie et quand même qui sévit dans la sous-région. Vous avez eu la chance d'en être épargné un peu. Pour le moment, vous n'avez pas eu beaucoup de cas. Enfin, officiel. On ne sait pas quel cas se promène. Un de ces ministres, même dit que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas qu'il n'y a pas des gens qui se promènent avec la maladie dans le pays. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tous ces pays-là qui ont des élections, dans ces temps-ci ou dans le mois ou le prochain mois, devraient trouver le moyen de les reporter carrément parce qu'en réalité... Oui, dans le contexte malien, ce qui justifie encore ce maintien des élections, c'est le fait que déjà à 2 reprises, 3 reprises, les élections ont été repoussées. Donc les autorités pensent aujourd'hui que c'est le moment d'y aller. Ce n'est pas le moment. Vous avez repoussé pour d'autres raisons. Aujourd'hui, il y a une raison vraiment importante aussi. Il y a eu le contexte sécuritaire qui n'est pas encore réglé. Pas du tout. Donc, même si on fait ces élections, ce n'est pas évident qu'il y ait, que ces élections se fassent dans tout le pays. D'accord? Et le contexte sanitaire qui encore aggrave la situation. Il n'y a pas possibilité. Il y a le principal opposant du pays qui a été enlevé. Il y a beaucoup de choses qui n'entrent pas encore dans le puzzle pour que le Mali tienne ces élections-là. Ce n'est que des élections législatives. On peut prolonger le mandat. L'habitude de le faire. Oui, on peut prolonger le mandat des députés. Ce n'est pas encore là le problème. Si c'est une élection présidentielle, on peut comprendre que tout le monde sait que chacun veut rester au pouvoir ou veut quitter le pouvoir, veut venir au pouvoir. On va comprendre. Ce n'est que des élections législatives qui peuvent reporter. La France a reporté un second tour de ces élections. Elle a compris qu'en réalité, le fait d'avoir organisé le premier tour était une erreur. Pourquoi est-ce que ce pays-là, que, entre griffes, les Africains suivent, l'Afrique occidentale quand même, l'Afrique occidentale suit de façon, je sais pas, je ne vais pas utiliser l'expression que je vais utiliser quand même. Je pense que le Mali devrait reporter simplement ces élections s'inédigner à une date ultérieure, sans même dire de date, le temps de régler ces problèmes. Nous allons un autre aspect de la question. On ne sait pas vraiment ce qui se passe avec les politiques africains. Au Nigeria, on parle du vice-président qui serait atteint du coronavirus. En Côte d'Ivoire, le premier ministre Gon Coulibaly était en quarantaine. Au Botswana, le premier ministre en quarantaine. Comment on l'appelle? Un peu partout, le gouverneur de l'État de Boshi au Nigeria, Bala Mohamed aussi, est atteint du coronavirus. Une certaine ministre en RDC serait aussi atteinte. Et plus de 6 ministres au Burkina Faso.
Vincent Degueno, qu'est-ce qui se passe avec les politiques africaines? Ah oui, par rapport aux politiques africaines, c'est un peu difficile. Comme Modeste Lahua le dit tout à l'heure, très tôt, on ne s'est pas rendu compte de la gravité du mal. L'autre chose, il faut voir qu'on a, surtout en Afrique de l'Ouest, 50 fois moins de médecins par habitant, lorsqu'on fait une comparaison par rapport à la France. Donc, si ces autorités ont commencé par être contaminées, c'est normal, parce que on n'a pas les mêmes situations sanitaires. Et ce que je vois est qu'ils ont continué les contacts avec la population. Les quarantaines n'ont pas été respectées. Et c'est la preuve que la discipline que nous voulons de la population n'est pas observée au niveau des autorités. Et on en est là, les résultats sont là. Donc c'est la conclusion qu'on peut tirer premièrement par rapport à ces infections au niveau de grands responsables, au niveau des ministres, de certains députés. Modeste Dossou, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahamat Faki, est aussi en quarantaine. Est-ce que ça craint? Non, rien ne craint. Ce sont des hommes, c'est des citoyens. Ce n'est pas parce qu'ils sont des dirigeants que le coronavirus va les épargner. Eh bien non. Eh bien non. Donc, ils devraient pouvoir dire autour d'eux, donner l'exemple autour d'eux. Si les dirigeants qui disent, les dirigeants sur ce continent ont décrété la fermeture des frontières, état d'urgence, mini-confinement, mais ce sont eux qui ont pris des avions, des vols pour aller à l'investiture d'un de leurs collègues. L'investiture ne pouvait pas être reportée ou ne pouvait pas se faire dans une certaine discrétion, de sorte que on peut se concentrer quand même sur l'essentiel. Mais voilà, si les dirigeants eux-mêmes ne respectent pas les mesures de sécurité, ce n'est pas des terroristes, ce n'est pas un virus. C'est vrai que le virus est intelligent, mais son intelligence n'est pas d'épargner les dirigeants. Son intelligence, c'est de se faire discret. Et je crois que ça se fait très bien. C'est un virus très rusé. Et les dirigeants devraient pouvoir déjà sensibiliser la population et bien sûr respecter eux-mêmes les mesures. Voilà. Sinon, il y aura toujours ces cas. Voilà, il y a une petite blague quand même que je tenais à dire. Et sur les réseaux sociaux, quelqu'un a mis mon cher virus, merci de contacter les autorités d'un pays quand tu viens dans le pays, au lieu de s'en prendre directement à la population. Voilà, dans ce même contexte, on a constaté quand même que le virus, comme vous l'aviez dit, est vraiment rusé, mais dans les pays qui sont en guerre, situation sécuritaire vraiment qui sont détériorisés, on a constaté que le virus a quand même une certaine réticence. Est-ce que c'est parce que les gens ne voyagent pas dans ces pays ou bien qu'est-ce qui justifie ça? Ou bien le virus n'aime pas les armes? Non, pas du tout. C'est lié aux chiffres officiels. Il y en a bel et bien dans ces pays, mais on est dans une situation de guerre. Est-ce qu'on peut arriver à contrôler les mouvements de personnes? Pas du tout. Donc, il y a effectivement, mais officiellement, on ne peut rien déclarer parce qu'on n'arrive pas à contrôler. On n'a pas le territoire sous la main pour dire à tel endroit ou à tel endroit, il y a telle personne. Les mouvements ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut rien conclure pour dire que le virus ne va pas dans ces pays. Pas du tout. D'accord. Le lundi 30 prochain, au Bénin, on serait quand même... On serait entré dans une nouvelle dynamique. Il s'agit du cordon sécuritaire. Oui. Qu'est-ce qui va se passer déjà à partir de ce lundi? Ah oui, c'est important de le dire, de le rappeler. Il y aura restriction des mouvements, mais notre particularité est que c'est à l'intérieur de ce cordon que tout se fera. Donc, on ne peut pas aller au-delà, à moins d'avoir d'autorisation au niveau de la préfecture. Donc, les mouvements se feront à l'intérieur. Même à l'intérieur, il y a autre limitation par rapport aux offices au transport en commun. Des transports en commun au niveau des religieux, au niveau des cultes et des buvettes, des lieux de plaisance. Tout cela, ça serait vraiment limité. Il y a une restriction à ces endroits. Je pense que de l'autre côté, chaque personne, chaque individu est appelé à faire un effort pour respecter les mesures d'hygiène, les distances
sanitaires imposés. Donc, on ne peut pas parler de confinement, on ne peut pas parler de quarantaine. Modeste Odossou, le virus est dans nos murs et à partir du lundi, les grandes villes qui ont été citées par le ministre seront quand même sous cordon sécuritaire. Votre message de sensibilisation d'accord, je vois que vous ne voulez pas que je parle par rapport à ce cordon sanitaire. Et bon, je vais quand même dire un truc qui est plutôt... Je trouve que la mise en place de ce cordon sanitaire, moi, je ne le trouve pas très, très utile. Je ne le trouve pas d'une utilité. Je pense que tout le pays devrait adopter les mesures qui incombent aux personnes à l'intérieur de ce cordon sanitaire. C'est-à-dire, on devrait restreindre les petites restrictions, les balles et tout, devraient être appliquées à tout le pays. Après, dire aux populations, d'ailleurs, c'est déjà dit, et je le redis en parlant de mon message de sensibilisation, chers amis, chers concitoyens béninois, africains, et on considère que l'Afrique est un pays, et moi je le considère ainsi. Alors, chers concitoyens africains, restez chez vous si vous n'avez rien à faire dehors. C'est vrai, c'est difficile, mais il y a beaucoup de gens qui sortent pour aller pour faire des sorties qui ne sont pas très utiles. Ah oui. Nous vivons tous au jour le jour, d'accord, mais il faut que le Béninois, l'Africain reste chez lui. S'il n'a rien à faire dehors, c'est mieux. Se laver surtout les mains à chaque fois. Il faut que l'Africain reste chez lui s'il n'a rien à faire dehors. Voilà, je voudrais quand même finir par la formule de Boris Johnson qui finalement a été testé positif. Il disait aux Britanniques, chers Britanniques, je vous donne une seule consigne très facile, restez chez vous. Et c'est sur ces mots que prend fin aujourd'hui notre émission Point de vue sur BeneWeb TV. Continuez à nous suivre sur nos différents canaux digitaux et l'actualité en continu. Merci.